Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur. Et qui de mieux pour ça que d'accueillir des réalisateurs. Bravo. Cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leurs histoires, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance ? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues ? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt ? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi ? On l'a tous déjà au moins entendu une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui, un jour, ont rêvé de devenir réalisateurs et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Et aujourd'hui, j'accueille David Moorman, bonjour. Et David, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, ça travaille. Trop bien. Voilà. Et donc, David, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi je suis réalisateur et chef opérateur et j'ai aussi une boîte de production qui s'appelle Bagarre Production. Qu'on salue. C'est la bagarre. Et donc voilà. Et voilà, petit à petit l'oiseau fait son nid, on essaye de joindre les deux bouts et de travailler dans le métier. Voilà, parfois il y a des petits coups de mou et puis parfois ça se passe très bien. Eh ben, écoute. Mais ça se passe bien de manière générale quand même. Okay. Voilà, j'arrive à en vivre, c'est bien. C'est exactement ce que j'allais te demander. Voilà. C'est ce qu'il faut le rappeler aussi. Je le répète à chaque épisode, mais parfois être réalisateur, c'est pas forcément pouvoir en vivre. C'est parfois faire des trucs à côté. Certains font des jobs alimentaires, d'autres font leurs heures en régie. Voilà. Chacun fait un peu sa tambouille. Et donc on va commencer par les petites questions, dont celle la plus importante, d'où est venu l'amour du cinéma ? Oh, je pense que c'est venu d'une télé et d'un écran de cinéma à la base. Hein. Je pense que j'étais comme tous ces jeunes qui grandissaient un petit peu dans leur campagne et qui aimaient le cinéma, qui étaient des grands cinéphiles. Moi, en plus, j'ai 40 ans passés maintenant, j'ai 45. Donc, je suis issu un petit peu d'une génération qui était très élevée avec des influences américaines. Donc forcément, il y avait beaucoup de films américains quand j'étais jeune. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'influences qui sont venues de ce côté-là, quoi, parce que je suis vraiment un enfant des années 90 et c'est vrai que il y a eu d'énormes réalisateurs et d'énormes courants cinématographiques et culturels, même de la contre-culture, qui sont nés à cette époque-là, ouais. Et je me suis fait happer par. T'avais quel âge à peu près ? Oh, je sais pas, je devais avoir. Je pense que les premiers films, les premières passions que j'ai trouvées dans le cinéma, c'était vraiment à mes 13-14 ans, je pense. Ah ouais ? Peut-être avant, okay. Ouais, peut-être même 12 ans. T'allais pas mal au ciné ? Ouais, j'allais pas mal au ciné. J'avais un grand frère quand même qui me prenait, qui m'avait pris une ou deux fois au cinéma. J'avais un parrain aussi que j'ai encore, hein. Mais oui, on allait tout le temps au cinéma et on se faisait des bonnes sessions. C'est vrai que la fête du cinéma était quand même assez importante finalement. Moi, j'ai grandi vers Toulouse, là, vers Montauban et tout. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal c'était quand même très important, la fête du cinéma. Je me rappelle quand on était jeune, on prenait nos petits tickets pendant 3 jours. C'était vraiment. C'était pas cher. Ouais, c'était pas cher. Ouais. Ça existait déjà. Je pensais que c'était beaucoup plus récent. Je pensais que c'était full marketing récent et tout. En fait, non, pas du tout. Au contraire, en fait, ça a vraiment eu c'est un peu comme la fête de la musique. Ce sont des fêtes annuelles en fait qui ont été mises en place. Je me demande si c'est peut-être pas, bon, je vais pas dire de bêtises, mais c'est peut-être, enfin, je sais que la fête de la musique c'est Jack Lang, mais je sais pas si la fête du cinéma c'est lui aussi. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Mais c'est vrai qu'à cette époque. Voilà, hein, c'était l'époque Mitterrand, quoi. Donc c'était la gauche au pouvoir de la rose, quoi. Et donc il y avait quand même pas mal de choses qui étaient faites pour la culture, ouais, à cette époque. Et est-ce que toi, il y a un film dans ton enfance qui t'a marqué ? Il y en a plein qui m'ont marqué. Il y en a plein, énormément. Mais est-ce qu'il y en a un qui t'a mis genre un peu la claque, tu vois ? Genre le waouh. De quand j'étais petit, très petit ? Non, pas forcément. Enfin de toute ton enfance jusqu'à l'adolescence, un film où tu t'es dit ça a changé ta vision sur le cinéma un peu. Alors, oui, il y a un film qui m'a fait me dire oui que je veux vraiment faire du cinéma et j'ai vraiment envie de raconter mes histoires et d'être original dans mes histoires.
Je pense que c'est Des Nouvelles du Bon Dieu. Ok. Voilà, un film de Didier Le Pêcheur. Ok, que Voilà. j'ai pas vu. Voilà. Pas vu. Ok. Et voilà, c'est avec Maria de Medeiros. Et qu'est-ce qui t'avait marqué dans ce film? C'était quoi? C'était Et genre c'est avec Marie Trintignant aussi, pardon, très importante, avant qu'elle décède. Et donc, oui, en fait, c'est un film français. C'est un film français. Alors que je suis pas très film français à la base, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, là, dans les années 90, fin 90, il y a eu vraiment une espèce de ouais. Ouais, il y a eu une vague en fait où je pense que des budgets ont dû se débloquer au niveau des CNC, des subventions, tout ça pour des cinémas qui se voulaient un petit peu plus originaux et qui prenaient un petit peu plus de risques. Et Ouais, donc, c'était le début de l'époque de cinéma esthétique, un peu genre l'influence du début de Besson qui a commencé à déteindre avec le Pacte des loups, les trucs comme ça. ouais, alors il y a eu ça, je pense. Ça, c'est dans le côté commercial. Mais après, il y a eu des films qui prenaient quand même pas mal de risques en partant, par exemple, avec Les Démons de Jésus, Le Péril jeune. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux Tu dire. vois, des trucs qui parlaient de la drogue en fait, qui parlaient des maux sociaux et qui parlaient vraiment de la population française, mais sous un autre angle en fait, qui n'était pas forcément mainstream. Ok. Et il y avait N'oublie pas que tu vas mourir. Ouais. Tu vois, il y avait des films comme ça, avec un des premiers films de Roche Dizem, qui est fantastique. Il y avait, et donc, il y avait Les Nouvelles du Bon Dieu. Donc, ce film-là, ça raconte l'histoire. Attends, il faut que je me rappelle bien. Donc, c'est un auteur qui s'appelle Batavia, comme la salade. Voilà, c'est très comédie satirique, en fait. Et donc, Didier Le Pêcheur, que je suis sur Facebook d'ailleurs, à qui j'aime beaucoup le travail. Il n'a pas refait de film depuis, il n'a pas refait de gros films depuis, mais en tout cas, ce film-là est un pur chef-d'œuvre. Ok. C'est vraiment le film qui m'a fait me dire, où je me suis dit, attends, mais il faut que je fasse du cinoche, quoi. T'avais quel âge? Oh, je pense que je devais avoir 15-16 ans, 17 ans, un truc comme ça, 15, ouais, 14-15, je sais plus, franchement. Ok. Je sais pas, parce que ça fait 35 ans que j'ai 20 ans, donc... donc je sais pas. Ok. Voilà. Et genre, quand t'étais genre un peu plus jeune, tu filmais des trucs ou pas? Tu filmais des petits trucs avec, Ouais, moi je suis un ancien skateur, donc je filmais des vidéos de skate et voilà. Tu filmais avec quoi? Avec des petites caméras DV, des petits fisheye, tout ça quoi. Mais tu veux que je te raconte la petite histoire des Nouvelles du Bon Dieu, ça vient de me revenir. Ah ouais, vas-y, voilà. Carrément. En fait, ça raconte l'histoire de Batavia, qui est un auteur de romans, qui à la première scène du film se suicide. Et donc, mais il vient de sortir un livre quand même qui répond un petit peu aux questions existentielles de la vie. Et donc là, il y a une bande de joyeux lurons composés de Marie Trintignant, Serge Riaboukine, Maria de Medeiros, Charmetan. Ils sont 5, et puis après il y en a un ou deux autres. Il y a un prêtre, je crois aussi. Et en fait, ils se mettent tous les 5 dans un taxi. Donc Maria de Medeiros, c'est la femme, donc veuve de cet auteur. Et donc t'as Charmetan et Marie Trintignant qui se baladent dans un espèce de taxi qui sort tout droit des pays de l'Est, de l'époque de l'avant-mur, quoi, vraiment de l'époque URSS. Un espèce de gros corbillard de dingue. Et en fait, ils s'embarquent. Ils ont tous lu le livre de Batavia avant qu'il meure. Et ils ont envie de poser des questions à Batavia sur l'origine de la vie et les questions existentielles. Alors qu'il est décédé ? Alors qu'il est décédé, okay. Mais comme ils n'arrivent pas à le joindre, ils veulent joindre Dieu directement. Ok, pas mal. Et donc ils cherchent tous les moyens pour atteindre Dieu et pouvoir le questionner. Donc tu disais c'est comédie satirique un peu ? Ouais, c'est une comédie satirique. Ouais, tu sens le truc, ok. Elle est complètement dingue. Et donc ils essayent tout. Ils essayent le Kama Sutra, donc ils essayent par le moyen de coucher avec machin au bidule, ils essayent d'atteindre donc le nirvana, essayer de parler à Dieu, ça marche pas. Ils essayent les esprits, la voyance, ils arrivent pas. Ils essayent de faire n'importe quoi dans la rue en commençant à aller tuer écraser
des handicapés, essayer de tuer des gens dans la rue et tout, ils y arrivent pas, ils arrivent toujours pas à se manifester. Ils essayent d'aller tuer le pape, ils vont tuer le pape, ils lui mettent une balle dans la tête et ils y arrivent pas, pareil. Et puis ils vont quand même voir la femme du défunt, donc Maria de Medeiros, qui se suicide. Puis finalement, ils se rendent compte qu'on va pas au paradis quand on se suicide, donc en fait ça sert à rien qu'elle se suicide. Donc en fait voilà. Et finalement, ils arrivent à parler à Dieu à la fin du film. Ok, vas-y, spoil pas. Voilà. Spoil pas, ça donne très envie de le mater. Ils arrivent à parler à Dieu. Ok. Voilà. Ça me fait un peu penser à, je sais pas si le jour de la bête, ça te dit quelque chose ou pas? Non, pas du tout. C'est un film espagnol des années 90. Ah ouais, mais ça me dit, ouais, peut-être. C'est absolument génial. C'est un prêtre qui découvre tout seul qu'en gros, dans la Bible, se cache la date de naissance du diable, enfin de l'antéchrist. Et donc il fait le choix d'essayer pour pouvoir avoir le diable dans la poche, de faire des trucs abjects pour pouvoir se rapprocher de l'antéchrist et le tuer avant qu'il fasse quoi que ce soit. Et donc c'est un prêtre mais qui fait des trucs mais horribles et ça devient très très marrant. Bah oui. Par exemple, t'as un mec dans un corbillard, enfin t'as un mec qui est en train de mourir et qui fait bénissez-moi mon père, et là il fait tu vas aller en enfer, et tu sais des trucs, et il lui crache au visage. Ouais, il fait que des trucs pour être de plus en plus proche du diable. Et franchement, ça me fait un peu penser à ça, le mec qui vraiment fait des trucs horribles. Et ouais, franchement, je vous conseille aussi ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un excellent film espagnol de genre, horreur, et qui est très très cool, très marrant. Non, là, c'est pas du tout horreur pour le coup, c'est vraiment de la comédie. C'est pas. C'est comédie noire, quoi. Ouais, comédie noire, mais ça fait pas comédie du Splendide, ou ça fait pas comme Le Père Noël est une ordure, ou du Coluche, ou quoi. C'est vraiment. C'est pas plus fin, mais c'est beaucoup plus deep, quoi, on va dire. Ouais. Mais ok, d'accord, ok. Et donc, le fait que tu aies commencé à filmer des trucs skate, c'était complètement dissocié ou pas de ton envie de cinéma? Ouais, c'est dissocié. Moi, j'étais dans l'univers de la glisse à cette époque. Pareil, hein, il y a eu une espèce de grande époque où tous les gamins à l'école, ils portaient des Ethnies, des Osiris, des Vans, tout ça, quoi. Donc, même les gens qui faisaient pas de skate. C'était vraiment une mode et il y a eu vraiment un grand vent de ce côté-là. Et se filmer, c'était un peu le truc. Voilà, c'est ça. Après, il y a plein de films. Bon, là, je dis Les Nouvelles du Bon Dieu, mais il y en a plein qui m'ont influencé, évidemment. Il y a Kids, il y a tous les films de Larry Clark. Voilà, moi, je me reconnaissais là-dedans. Évidemment, des Pulp Fiction, ça retourne, forcément. Même dans les mainstream comme Seven, tout ça, moi, ça fait partie de ma culture. Voilà, ça fait partie de la culture des Xénial d'aujourd'hui, quoi. Les 40, 45, on a été marqué par cette époque-là, quoi. C'est marrant parce que je pense aussi que la génération de cinéphiles d'aujourd'hui, c'est aussi finalement beaucoup été bercé par ces films-là. Parce que finalement, j'ai l'impression que tous les amis que j'ai autour de moi, bon, il y a eu forcément les Seigneurs des Anneaux, les grands, tu vois, les grandes épopées, les grands trucs qui ont vraiment marqué. Mais il y a quand même une partie où vraiment, tu vois, par exemple, Larry Clark ou des réalisateurs comme moins de cette époque-là, mais par exemple des James Gray ou des trucs comme ça qui ont fait leurs grands films dans les années 90, qui ont vraiment marqué notre génération. Et aujourd'hui, tu vois qu'on appelle ça le cinéma indépendant américain, qui vraiment commence à revenir. Et tu sens que c'est pareil, c'est des influences de cette époque-là, cette envie de se détacher des grosses productions, de doser un peu plus. Et Bien sûr. Je pense que la France aussi commence un petit peu à essayer de pencher vers ça. En fait, il y avait vraiment, c'était vraiment la contre-culture qui devait se manifester, et comme elle était, comme au grand jour, elle était pas acceptée en fait de la population moyenne. En fait, tout de suite, on a été marginalisé, quoi. Donc, on a été qualifié de drogués, de tout. Avant, écouter de la musique électronique, c'était, on était des marginaux. Donc, tout de suite, c'était de la musique de drogués, etc., quoi. Après, évidemment, tout ce qui était rock, tout ce qui était contestataire un petit peu du système établi. Voilà, il y avait quelque chose de rébellion, mais en fait, derrière, il n'y avait pas que de la rébellion et du n'importe quoi, ça, loin de là. Non, mais il y avait vraiment une contre-culture qui est devenue d'ailleurs aujourd'hui la culture d'aujourd'hui. Ouais, c'est un peu comme le punk. Il y a eu un truc. C'est un peu comme le punk, oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui, il y a plein de films qui relatent aussi cette époque-là. Il y a plein de moments.
qui souligne tout ça. Et donc c'est vrai que moi, tous les films qui permettaient de m'identifier avec cette contre-culture, ben forcément, ça m'intéressait. Parce que il n'y avait pas Internet. Moi, quand j'étais tout petit, c'était réservé à une certaine partie de la population qui était aux États-Unis. Mais voilà, avoir ne serait-ce qu'un ordinateur à la maison, c'était compliqué. Moi, quand j'avais 14 ans, c'était un Amstrad avec des petits carrés qui bougeaient, quoi. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué pour avoir ne serait-ce que un bout de culture, en fait. Et c'est vrai que dans un film, en fait, on peut rentrer dans des personnages, on peut s'identifier, on peut voir leur évolution, on peut voir leur quotidien. Donc forcément, quand on voit des films sociaux qui se passent sur le continent d'à côté, comme les États-Unis, et qu'on regarde Kids, et puis finalement qu'on voit sa vie avec son petit skateboard, et qu'on est là à se raser la tête sur un tabouret au milieu de son salon, et qu'on voit que dans Kids c'est exactement pareil, en fait on s'identifie. Donc forcément c'est des moyens quand même très intéressants et très accrocheurs, très addictifs pour les jeunes. Donc le cinéma a vraiment représenté ce truc-là à un moment, parce que c'était pas parce que au-delà d'internet, des réseaux, maintenant on peut s'informer sur n'importe quoi. Maintenant il suffit de chasamer n'importe quoi, vous pouvez avoir le nom, le titre, il y a aucune prise de tête, les gens ils ont tout servi sur un plateau. Mais nous on n'avait pas ça. Nous il fallait qu'on se renseigne. Ça, il y avait une recherche, une quête. Il y avait une vraie recherche en fait, et c'est vrai que dès qu'on tombait sur un film dans lequel on pouvait s'identifier et qui permettait de nous donner des indices sur d'autres modes de vie, et qui nous intéresse et qui nous inspire. Ouais, voilà, et qui nous inspire, avec lequel on se sent familier, forcément, on est super intéressé. Donc forcément, il y avait presque c'était presque un culte, quoi. Il y avait des films qui sortaient qu'on pouvait voir 5-10 fois. Voilà. Mais je vois très bien, hein. Franchement, quand tu vois le cinéma qui nous inspire et tout ça, il y a toujours ça. Mais c'est vrai que je me pose la question de Kids, qui pour moi était... Enfin, tu vois, les films de Larry Clark, tu les as vus au cinéma à l'époque? Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué, que c'était genre cinéma d'arrêt essai, que c'était... Non, moi je les ai pas vus au cinéma, je les ai vus... moi c'était des cassettes VHS qui arrivaient... Qui arrivaient, voilà... Pour les plus aisés d'entre nous, ils avaient un magnétoscope VHS qui permettait de recopier sur une autre cassette. Donc nous, on passait notre temps à faire des cassettes pirates tout le temps. Donc voilà, en fait, dès qu'on avait un film, on allait le louer au vidéoclub et puis on se faisait des copies, quoi, comme les mixtapes, comme les cassettes normales de hip-hop, de rock, de punk, de musique électronique et tout ça, quoi. C'était la recherche, c'était un Graal à chaque fois. Hein. Il y a une cassette que t'as rayée, genre vraiment le truc tu l'as tellement vu. Ouais, bien sûr. Il y en a plein. Franchement, c'est dur. Ouais, il y en a plein. C'est dur à dire. Je sais que j'en parlais dans l'émission précédente. C'est vraiment Terminator 2 que j'ai. Rayé la cassette. Ouais. Tu vois. Oh, que j'ai vraiment raidé, je pense, de l'époque. Je pense que, parce que bon, évidemment, c'est une fois de plus, c'est en rapport avec ma génération. Mais je pense que les cassettes qu'on a le plus raidées, ça doit être les films d'horreur et vraiment les films d'épouvante et d'horreur de l'époque. Parce que nous, en fait, on était fin 80, début 90. Ah ouais, ça, donc, c'est-à-dire, moi, je suis de 78. Donc, ça veut dire qu'en 1980, j'avais 2 ans. En 90, j'avais 12 ans. Donc, à 12 ans, 13 ans, c'est là que tu commences à faire des conneries. C'est là que tu commences à fumer tes premières clopes. C'est là que tu commences à boire tes premiers verres de sangria, que tu commences à faire un peu de la merde. Et donc, que tu rejoins tes copains. Et quand tes parents sont pas là, tu regardes des films d'horreur avec des copines et tout. Comme ça, elles ont peur. Et puis, c'est top. Et donc oui, il y avait des cassettes à l'époque qui m'ont beaucoup marqué, par exemple comme l'échelle de Jacob. Ah ouais. Qui m'a beaucoup troublé. Il y avait un autre aussi qui s'appelait Cannibal Holocaust. Attends, tu l'as vu avec les deux là, tu les as vus à quel âge?
Oh, je pense que Cannibal Holocaust, je me suis fait mal. Hein. Je pense que je l'ai vu à 12-13 ans. Je l'ai vu à 12-13 ans. Et moi, je suis tombé dans le panneau, j'ai cru que c'était vrai. Tu m'étonnes. Mais tout le monde a cru que c'était vrai. Hein. Bah, tout le monde. Voilà, genre, tout le monde a cru que c'était vrai. Les acteurs petite anecdote, les acteurs ont dû aller voir la justice américaine pour prouver qu'ils étaient encore en vie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Voilà, c'est ça. Et non, mais je pense que tout le monde veut se faire des petites frayeurs, quoi. Maintenant. Ouais. Bon, après, on n'a pas les mêmes frayeurs d'aujourd'hui, quoi. Il y a quelques années, voilà, les frayeurs des jeunes, c'était de regarder Two Girls One Cup, quoi. Mais maintenant... Ouais, on va éviter. Hein. Et regardez pas ça, hein, vraiment. Maintenant, c'est vrai qu'on est plus sur... Après, il y a eu Paranormal Activity, quand même, de ma génération. Et c'est vrai que moi, moi, j'avoue, moi, je suis... je me rends compte aujourd'hui quand je les regarde que c'est des films qui ont énormément de défauts. Ouais. Mais genre vraiment, moi, c'était les Paranormal Activity. Genre, tu sais, c'était le truc où tu le regardes sur un écran de mauvaise qualité. Parce que forcément, tu vas pas le regarder au cinéma. Ouais. C'est un truc que je regardais sur mon ordi et je me faisais des frayeurs de dingue. Tu vois, j'adorais ces films. Ouais. Et tu vois, genre les Blair Witch, les trucs comme ça, c'est vraiment des films que j'ai énormément maté. Ouais, bah oui, ça c'est ta génération, Blair Witch. Franchement, j'ai trop kiffé, moi. Moi, Blair Witch, ça y est, j'avais déjà... même quand le premier Blair Witch est sorti, ça y est, moi j'étais déjà dans autre chose. C'est vrai que les petits films d'horreur comme ça, c'est vraiment... c'est typiquement des jeunes... qui arrivent en 6e et qui veulent un petit peu des sensations fortes, quoi. Moi, je me rappelle de Face à la mort. Il y avait le 1, le 2, le 3. C'était fou, quoi. C'était que des gens qui mouraient. Ah oui, putain. Avec des vraies vidéos. Et on regardait ça. Et on était c'est les cassettes interdites. Il y a des mecs qui ont fait des vidéos récemment, comme quoi c'était interdit dans certains pays. Ah ouais, c'est ça. Mais nous, c'était... Enfin, je veux dire... c'est pas moi et mon instinct pervers, quoi. C'était toute ma génération. Regardez ça, quoi. Voilà, regardez un... Oh là là, se donner rendez-vous un mercredi après-midi et puis se regarder un manga et puis après un Face à la mort, voilà, c'était tout à fait normal, quoi. Voilà. Et pour passer à vraiment toi et la caméra, qu'est-ce que tu faisais donc tu te filmais quand tu faisais du skate avec tes potes, qu'est-ce que tu faisais des vidéos? Ouais, en fait, les vidéos, en fait, on se les passait entre nous. C'était artistique un peu, ou alors c'était plus pour montrer aux C'était potes pour montrer. Non, parce qu'en fait, dans les vidéos de skate, il y avait toujours un truc avec il y avait un côté non seulement jacasse, que vous devez peut-être connaître. Enfin, bon, les plus jeunes, ils connaîtront pas, peut-être. Voilà, donc il y avait vraiment le côté trash, un peu on fait n'importe quoi, mais il y avait aussi un côté un peu stylé, humoristique, voilà. Comment on sait faire. Voilà, quoi, c'était pas que des vidéos de sport ou de maîtrise. Il y avait quand même un truc avec de la mise en scène de temps en temps, il y avait un petit clip, ça mettait de la musique par-dessus. Voilà, les vidéos de skate, c'est vrai que c'était un puits où tu pouvais vraiment trouver pas mal d'influences, des beaux graphismes, il y avait quand même pas mal de choses. Donc c'est vrai que même dans les vidéos de skate et les vidéos de snowboard ou de surf, c'est vrai que moi je trouvais pas mal mon... Ouais. Je m'y retrouvais pas mal quand même. Et donc voilà, après nous, évidemment, quand on voyait les grosses vidéos qui se faisaient des Américains et des Anglais, tout ça, c'est vrai qu'après, nous, on mettait un fisheye sur nos petites caméras et puis on essayait d'aller filmer nos trucs, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Alors, on se quittait moins bien et puis nous, on avait beaucoup moins de répartie de talent et de créativité que tous les ricains, mais c'est vrai que c'est un premier pet dedans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis bon, ça permettait de mettre de la musique, ça permettait de mettre un morceau hip-hop ou rock, de mélanger un peu tous les styles. Ça permettait de montrer tout un état d'esprit, toute une culture, en fait. Hein. Et donc, voilà, moi, tout ce qui était attrait à cette culture, voilà, c'était important pour moi, quoi. Et à partir du moment où on va passer à l'étape d'après, quand t'as su que tu voulais être réalisateur, c'était quoi pour toi les étapes que tu t'étais données pour y arriver? Est-ce que tu t'es dit, genre, je vais être réalisateur maintenant? Genre, ça a été quoi le chemin de pensée pour... C'est vrai, bon, voilà, je le nomme pas depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que Tarantino, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup influencé à cette époque, parce que c'est quelqu'un qui utilise énormément les références et le
le respect de la culture, de ce qui s'est passé avant et de toutes ces influences, et de pouvoir y mettre des références particulières, et de pouvoir montrer en fait son identité à travers des styles vestimentaires, des comédiens, des caractères, des histoires, des musiques, pouvoir parler donc de plein de références historiques comme ça, et de jouer avec. Et donc c'est vrai que par exemple, un réalisateur comme Tarantino, voilà, c'est vrai que c'est intéressant. J'avais vu sur Combini ou je sais plus quoi là, qui critiquait, qui disait des jeunes qui disaient ah oui, Tarantino c'est sans doute le réalisateur le pire qu'on ait eu de toute. Mais bon, les gens ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qu'à l'époque, quand il est sorti, c'était dingue. Et encore maintenant, hein, d'ailleurs. Encore maintenant, hein, franchement. Oui, complètement. Moi j'ai encore regardé Jackie Brown là et Kill Bill il y a pas longtemps. Ça tue. Franchement, ça n'a pas pris. Enfin, je veux pas dire que ça n'a pas pris une ride. Mais en fait, c'est vrai que par exemple, quand tu regardes Jackie Brown, il l'a réalisé dans un style 70s, donc il est complètement il est anachronique à l'époque, donc il a tourné. Complètement. Donc en fait, voilà, il y a quand même. Puis il y a le respect des aînés en fait dans ce type de cinéma, ce qui est bien aussi. Et toi, quand tu t'es dit genre. Vas-y, je vais faire ma carrière de réal. Je veux devenir réalisateur. T'as fait quoi? T'as fait des études? Ouais, alors je me suis dit ça un moment. Ça a été bref. Mais oui, je me suis dit à un moment, allez, vas-y, je vais me mettre dans une école de cinéma. À un moment, parce que j'avais assez réussi quand même dans la glisse et dans le snowboard et le skate. J'avais un magasin, une boîte de distribution, j'avais quand même pas mal de choses. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21, 22 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc, ah oui, t'avais vraiment poncé le truc. Ouais, j'avais déjà pas mal de choses. Après, je faisais un peu trop la fête pour faire de la compétition de haut niveau, mais ça va, j'étais quand même sponsorisé. J'étais quand même dans le milieu, quoi. Hein. Je voyageais, voilà, c'était quand même top. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, en plus, ça marchait plus si bien que ça. Je voyais que ça s'essoufflait un petit peu. Ce monde de la glisse, ce monde du street art et de tout ça, je voyais que ça s'essoufflait un peu. Et bon, à un moment, la passion s'était un petit peu affaissée, et je me suis retrouvé dans cette situation où je gérais ma boîte. J'étais très très jeune quand je gérais cette boîte, et je me retrouvais plus à faire de la comptabilité, de la gestion, des trucs super chiants à faire. Et finalement, le côté rêve, le côté glisse, tout ça, c'était complètement ça disparaissait, quoi. Ouais. Donc il y a un moment, je me suis dit, je sais pas, je devais avoir 25 piges, et je me suis dit, bon mec, qu'est-ce que tu veux faire en fait ? Est-ce que tu veux rentrer chez ta mère vers Toulouse ? Est-ce que tu veux aller vers chez ton père à Bruxelles ? Est-ce que tu veux rester autour des montagnes là où tu es, où tu fais des saisons actuellement ? Est-ce que tu veux continuer, consacrer ta vie à tout ça ? Ou est-ce que tu veux partir sur autre chose et fouiller dans les plus profonds de tes rêves et partir là-dedans. Évidemment, je pense que j'avais pas assez d'études ni de rigueur pour devenir cosmonaute. donc voilà, ou veto quoi, ou vétérinaire. Donc t'as eu envie à un moment d'être astronaute ? Non, mais là je dis ça pour amplifier, caricaturer quoi, c'est-à-dire. Ouais, t'avais des rêves que tu considérais presque inatteignables. De partir dans des ambitions inaccessibles. Mais c'est vrai qu'à un moment je me suis dit tiens, mais pourquoi pas après tout, c'est vrai que j'ai des idées, j'ai quand même du vécu, on a quand même des choses à raconter, des choses à revendiquer, des sujets, des gens, des personnalités desquelles je voudrais apporter vraiment plus de renseignements à la population. Je voudrais parler un petit peu de tout ça, quoi. Parler un petit peu de ma contre-culture, de tout ce qui m'a guidé, de tout ce qui m'a bercé. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, autant, plutôt que ce soit juste un passé qui serve juste à faire la fête et que ce soit juste des souvenirs de jeunesse, que tu les mettes dans quelque chose. Pourquoi ne pas en faire quelque chose d'utile et puis qui puisse me servir dans mon avenir, c'est-à-dire peut-être écrire mes histoires, les mettre sur papier, essayer de les réaliser, essayer d'en faire des films, essayer de pouvoir parler de tout ça, quoi. Ouais. Et comment tu t'y es pris ? Donc, t'avais ta boîte à 25 ans ? Ouais, j'avais ma boîte, que j'ai rendue à 25 ans. Et puis après, j'ai pris mes billes, j'ai vendu mon petit fonds de commerce, j'ai vendu mes petits trucs.
je me suis sorti un petit peu de la panade dans laquelle je m'étais un petit peu mise. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon petit... je sais pas, j'ai dû me faire 20 000 € à l'époque. En vendant tout? Ouais, en vendant tout, en déménageant, tout ça, machin, voilà. Et puis donc, je suis arrivé avec 20 000 balles à Paris, quoi. Okay. Et bon, c'est presque rien, quoi. Hein. Enfin, j'avais rien, j'avais mes parents qui m'aidaient pas, rien du tout. Donc, j'ai trouvé un petit taudis vers Saint-Denis, là-bas. Et puis, je me suis inscrit dans une école de ciné. Ok. Laquelle C'était l'Écart. Ok, ouais. Voilà, que j'ai fait en 3 ans. La première année, ça m'a beaucoup servi parce que, en fait, il y avait plein de métiers du cinéma que je connaissais pas. Et parce que finalement, un tournage, ce n'est pas que être réalisateur. Exactement. Donc évidemment, on part tous sur les mêmes starting blocks, on s'imagine tous qu'on va tous être réalisateurs et qu'on va tous devenir Scorsese ou je ne sais qui. Ou Tarantino. Voilà, ou Denis Villeneuve. Et en fait, on s'imagine tous que... Et donc, on s'imagine qu'on va devenir réel, quoi. Et que ça va prendre 3 ans et qu'on en sort. Et que ça va prendre 3 ans et qu'on va sortir et que ça va être cool. Mais en fait, pas du tout. Parce que... Alors moi, j'ai fait l'école quand ? J'ai fait l'école en 2006, quelque chose comme ça, 2007 peut-être. Donc je me suis retrouvé encore dans cette époque où la télé avait vraiment le pignon sur rue et donc le cinéma. Quelques documentaires se faisaient comme ça. Mais sinon, si tu voulais travailler dans l'audiovisuel, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de portes qui allaient s'ouvrir. Ouais, c'était pas comme aujourd'hui où t'as vraiment YouTube, t'as Internet qui ouvre. Le boom Internet est arrivé. Moi, je suis rentré à l'école, je pense, en 2005, 2006, quelque chose comme ça. Voire 2007, je me rappelle pas exactement, mais c'est dans ces 3 ans-là. Le boom Internet, c'est 2008, c'est ça, c'est 2009. Et voilà, le boom Internet, c'est vraiment 2008-2009. Donc, en fait, c'est ma promo. Ma promo s'est retrouvée encore un petit peu sur le carreau, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé, mais il y en a quand même. De toute façon, c'est pareil, hein, ça on en parlait dans les autres émissions, quand on regarde le nombre de personnes qui rentrent dans les écoles, nous, des personnes vraiment qui sont sorties et qui continuent à travailler dans le cinéma, le pourcentage, en tout cas nous dans l'école, moi j'ai fait l'ESRA, le pourcentage est assez faible. Je veux dire, vraiment, il y a peut-être 20% des personnes qui travaillent dans le cinéma aujourd'hui. Là, il y en a beaucoup qui font plus ça, quoi. Ben, tout à fait, ouais. Je pense que dans les amphis, évidemment, il y a la loi de la nature qui opère et voilà, faut avoir quand même l'âme d'être un indépendant. Il faut avoir l'âme de pouvoir rester plusieurs mois sans oseille et que ça tombe pas. Il faut quand même... Enfin voilà, c'est une vie différente, quoi, quand même. Hein, entre choper son petit salaire... Voilà, il y a une différence entre être fonctionnaire, être salarié dans le privé, être salarié dans le privé d'une grosse boîte qui te permet quand même d'avoir une sécurité, être salarié dans une petite boîte où il y a plus de risques, mais bon, c'est plus intense. Et puis après, il y a le fait d'être indépendant, quoi. Et c'est vrai que miser sur l'art, parce que ça reste de l'art quand même, tout ça. Même s'il y a de la technique et tout autour, ça reste quand même de l'art, quoi. Et c'est vrai que, moi, j'ai plein de copains qui font de la peinture, qui font de la sculpture, des choses comme ça, ou qui sont dans le street art. Qui viennent de l'Écart ou non ? Non, pas qui viennent de l'Écart forcément, mais voilà, des amis à moi qui sont là-dedans, qui sont artistes. Voilà, faut s'accrocher quand même, hein, quand les gars ils partent et ils se disent qu'avec leur stylo et leur papier, ils vont finir par gagner de l'argent, peut-être au point de faire n'importe quel gribouillis signé et de pouvoir le vendre plusieurs milliers d'euros. C'est quand même, il faut quand même s'accrocher avant de se dire que ça va marcher, quoi. Et c'est comme les comédiens. Les comédiens, moi, là, je les trouve admirables de pouvoir comme ça y croire, parce que c'est quand même, c'est super dur. C'est quand même un chaudron et un bouillon énorme où t'es baigné. Faut faire son petit nid, quoi. Ben ouais. Et donc quand t'étais à l'écart, toi, tu t'es dit, tu voulais être réalisateur. Ouais. T'as fait t'as une spécialisation réalisateur. Ouais, j'ai fait la spécialisation en réalisation, mais après, je sais pas pourquoi, je me suis énormément calmé sur le côté réal. Ok. Ça m'est passé très rapidement, en fait, pendant les 3 ans où j'ai vraiment pris connaissance du métier. J'ai vu tout de suite que le poste de chef opérateur était beaucoup plus séduisant. Je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'il y avait une classe, quoi. Il y avait un truc qui m'attirait parce qu'en fait, il y avait un côté très technique, très matos. Qui t'a attiré ?
Ouais, il y avait un truc. Alors, c'est un peu une schizophrénie que j'ai en moi depuis longtemps parce que moi, je suis très attiré par des trucs culturels, par l'art, tout ça. Je suis très, très attiré par tout ça. Mais d'un autre côté, j'ai toujours fait un cursus scientifique. Donc, en fait, j'ai fait première S, terminale S, alors que j'étais complètement dans l'art. Ouais, je vois très bien. Et j'étais très sensible à l'art. Donc, en fait, j'avais vraiment ces deux côtés-là qui se tiraillaient. Donc, finalement... le métier de chef opérateur refaisait un petit peu cette schizophrénie, quoi. Cette bipolarité, parce qu'il y avait un côté hyper artistique et technique. Il y avait un côté hyper technique. Et tu restes le chef d'un truc qui est important. Et il y avait un côté maître de l'ombre que j'ai adoré, quoi. Ouais, voilà, parce que. Mais t'as quand même fait le cursus réel. J'ai fait le cursus réel, mais nous, comme c'était en réalisation, en fait, que c'était des cursus de 3 ans, je pense que c'est encore comme ça maintenant. En fait, évidemment, il y a des cours techniques et il y a des spécialisations aussi en technique qui se font. Ok, donc tu pouvais faire par exemple un truc en parallèle de technique image. Tous les réalisateurs. Tous les cursus réalisateurs qui sortaient de l'école, du moins à l'époque où j'y étais, je pense que c'est encore le cas maintenant. En fait, on a des cours de technique et un bon bagage technique. Et on apprend à. Parce que c'est vrai que nous à l'ESRA, on avait, en tout cas ceux qui faisaient la section réalisateur. Je sais que c'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'il y a eu un gros, tout a été revu. Ouais. Nous à l'époque, en fait, il y a eu la technique était assez faible, et quand tu faisais le cursus réel, c'était le truc technique le moins approfondi, quoi. Ah ouais, non, pas du tout. C'était très dommage. Enfin, en tout cas, tous les potes qui ont fait réel, qui ont fait l'aspect réel en 3e année, qui n'ont pas pu réaliser leur film, étaient dégoûtés, parce que c'est tout l'objectif de cette 3e année, plus que de vraiment avoir un bagage technique, c'était de pouvoir réaliser son film, quoi. Non, pas du tout. Et non, mais nous, dans notre, en tout cas, quand j'ai fait moi l'école, c'était pas ça. Okay. Il y avait un cursus technique qui était quand même imposé et de savoir s'y connaître, quoi. C'était pas que de la théorie d'amphithéâtre. On avait histoire du cinéma, on avait plein de choses. Ah oui, bien sûr. Mais quand même, c'était pas que magistral. Mais la technique était quand même prédominante, quoi. Ah, ça c'est cool. Voilà. Et est-ce que t'as fait tes premiers projets durant l'école, des trucs où tu t'es dit genre t'as réalisé des trucs, t'as été chef op sur des trucs, t'as fait quoi, moi en fait, étant donné que j'ai repris l'école un peu tard, moi tous les élèves qui avaient sur les bancs de classe, ils avaient déjà 20 ans, ils avaient 21, 22 ans. Moi j'arrivais déjà sur mes 26, 27, donc fallait y aller, quoi. Ouais, voilà, donc 5-6 ans de plus, t'arrives déjà à une petite génération en plus, sachant que j'avais déjà eu ma société, j'avais déjà... Enfin voilà, je savais ce que c'était payer son loyer, avoir un appart, galérer, faire la fête, se droguer. Enfin voilà quoi, j'avais quand même pas mal de bagages et de choses dont je voulais parler, quoi. Mais c'est vrai que tu veux dire que genre les autres élèves parfois étaient en train de vivre ce que toi t'avais déjà vécu, donc tu pouvais avancer. Non, pas forcément, parce que moi je viens de la province, je viens avec mon histoire et avec mon passé. Je pense qu'il y avait plein d'élèves qui venaient pas de ça, ils sortaient simplement du bac, ils étaient à Paris, voilà. Ouais, comme moi, donc voilà, donc après chacun a son vécu, chacun a ses histoires. Maintenant, c'est vrai que quand tu te lances dans la réal comme ça, c'est quand même bien. Je veux pas dire qu'il faut un peu de vécu, mais il faut quand même. Il faut avoir une vision sur le monde. Il faut quand même avoir une vision sur le monde, voilà, qui est quand même intéressante, assez pragmatique finalement. Que t'as envie de partager. Quitte à ce que tu la caricatures après, que tu la transformes complètement pour en faire un objet à la Sorrentino, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que je m'en suis bien sorti, évidemment. J'étais sélectionné par les professeurs pour tourner en 16 mm ou en 35, et mes projets étaient quand même assez pris, parce que je pense que j'avais quelques années de plus d'expérience, ce qui me permettait aussi de pouvoir aussi raconter des choses peut-être qui étaient peut-être un petit peu plus, pas intéressantes, mais un peu plus matures, oui, peut-être que les autres. Et ça va, tu souffrais pas trop du décalage d'âge avec les autres ? Non, ça va, ça. Non, ça va, si, un petit peu, mais en fait, ce qui était dur, c'était plutôt d'être un chef d'entreprise à 20-25 ans, avec des employés, et puis du jour au lendemain, revenir sur les bancs d'école. Ça, c'était plus compliqué, oui, par contre. Sûr. Et puis après, évidemment, une fois qu'on a les années de stage qui viennent avec l'école,
Bah, moi, je me suis retrouvé sur Mérine, je me suis retrouvé sur plein de téléfilms. Et t'étais quoi dessus ? Assistant de l'assistant de l'assistant de celui qui dit à la voiture de se garer à cet endroit-là. Genre un peu de régie ? Voilà, ouais, c'est ça, de la régie, assistant réal. Voilà, je me suis mis aussi un petit peu en tant qu'électro. Mais bon, je trouvais pas trop ma place parce que finalement, j'arrivais pas avec le système du patronat et de la hiérarchie qui s'était installée sur un tournage parce que c'est quasi militaire parfois. Ah ouais. J'arrivais pas trop à me faire à cette discipline-là. Puis bon, j'avais l'impression d'être un petit peu en retard par rapport aux autres, étant donné que j'étais plus vieux. Donc forcément, j'avais des frustrations qui étaient en moi. Donc je me sentais pas trop à l'aise en tant qu'assistant de l'assistant de l'assistant de l'assistant. Donc j'ai pas trop réussi dans ce cursus-là. Donc qu'est-ce que t'as fait ? Là, tu sors d'école. Ouais. Je refais le truc. Tu sors d'école. Ouais. Et là, c'est les années de stage. Et là, tu avais un objectif ? Ouais, alors les années de stage, ça s'est bien passé parce que j'ai quand même pu voir quand même pas mal de choses et pas mal de gros films et de grosses machines qui se sont mis en place. Mmh. Mais j'ai très vite vu aussi que j'étais très très en bas de l'échelle et que... Ça t'a frustré ? Et que, ouais, il y avait quand même une petite frustration et donc je me suis dit, oulala, mon Dieu, il faut refaire tout ce chemin, la montagne elle est très grosse. Ouais, parce que c'est vrai que t'avais déjà eu un espèce de chemin similaire dans un autre milieu. Ben ouais. Ça devait être un... Ben oui, en fait, tu dois repartir à zéro, c'est un petit peu compliqué, où tu découvres un autre milieu, un autre état d'esprit. En plus, toi, tu viens de rien, tu viens de la province, t'es le fils de personne. Donc, t'as eu des fils d'eux où tu t'es senti genre... tu t'es dit genre c'est dommage, ce mec-là, il est... Genre j'ai autant de compétences, mais parce qu'il est nanana, il va avoir... Non, alors moi je vais aller plus loin que ça. C'est-à-dire que j'ai connu énormément de fils d'eux et j'en connais encore énormément. Et ma conclusion, elle est que oui, certes, il y en a qui peuvent l'avoir plus facile que d'autres. En effet, on n'est pas né sous la même étoile et on part pas avec les mêmes mêmes avantages. Mais parfois... Et d'ailleurs, surtout sur ceux que je fréquente, les fils d'eux que je fréquente, malheureusement, en fait, ça leur dessert carrément. Parce qu'en fait, ils se retrouvent dans l'ombre de leurs parents, où en fait, ils doivent faire plus leurs preuves que s'ils avaient été... fils de personne. Ouais, donc en fait, finalement... C'est un peu comme quand t'arrives à l'école et que t'es le frère de quelqu'un qui est passé avant et que t'as la prof qui fait « Ah, t'es le frère de nanana ». Ouais, mais beaucoup plus intense que ça. C'est ça, parce qu'il y en a, ça les suit toute leur vie. Ouais. Tu regardes un Thomas Dutronc, tu regardes, voilà, c'est vrai que parce que j'ai bossé avec Thomas Dutronc, j'ai fait un clip avec lui notamment, c'est vrai que, c'est vrai que passer derrière Dutronc, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Voilà, Woolsey, c'est pareil. Julien Woolsey, je l'adore, hein. J'ai travaillé avec lui et tout. C'est vrai que ce sont des personnalités qui doivent se forger avec des personnalités qui sont très très fortes et qui ont été des grosses têtes de la France en fait. Mais il y a un truc, il y a un réel que j'aime beaucoup qui a fait Moon. Je sais pas si tu vois. J'ai pas mis de référence cinéma, mais j'en connais plein. Non, mais après c'est normal. Voilà. Mais je sais qu'en général, tu vois le fils de Bowie avec plus de contraintes que s'ils avaient été le fils de personne finalement. Mais tu vois le fils de Bowie. C'est David Bowie qui a eu son fils qui a voulu faire du cinéma et qui fait du cinéma aujourd'hui, qui est vraiment genre gros réal, qui n'a pas à commencer sa carrière en n'utilisant absolument pas le nom de son père. Ah bah oui, complètement. Mais ça aussi j'en connais. Mais c'est vrai que c'est super courageux parce que c'est un avantage que tu peux utiliser, surtout quand tu veux faire ce genre de métier où c'est dur. Mais bien sûr. Et je trouve ça très cool de ce mec-là. Bon, après, il a sûrement eu de la chance, des rencontres, des trucs comme ça. En tout cas, le succès public qu'il a eu n'était pas lié à son nom, quoi. C'était lié à la qualité de ce qu'il a fait. J'ai une amie accessoiriste. Justement, c'est la fille d'un très très grand, d'une très très grosse tête de la télévision et de la production cinématographique et télé française. C'est vraiment quelqu'un qui pèse énormément. Et elle, en fait, elle s'est vraiment fait dans ce métier-là en se mettant le moins possible en avant et en disant le moins possible qu'elle est la fille de cette personne-là, parce qu'évidemment, ça allait la desservir. Enfin,
c'est pas que ça allait la desservir, mais c'est qu'elle voulait pas, je pense, avoir la vie facile et surtout, avoir tout sur un plateau et t'as envie ça qu'on te déjà. reconnaisse pour tes qualités, t'as pas forcément. Et qu'on la reconnaisse, pour ses qualités. Et c'est quoi les premiers vrais projets que t'as fait? Mais ceux que je vois réussir, mais qui sont, en fait, il y a Fils 2 et Fils 2 quoi. C'est-à-dire qu'il y a Fils 2 grosse stars où là c'est vraiment compliqué pour ces personnes-là, pour les enfants qui arrivent derrière. Comme par exemple les 3 que j'ai cités, qui peuvent être mais qui s'en sortent super bien et qui ont énormément de talent, ça c'est sûr. Et puis après, tu as aussi des fils d'eux, mais qui par exemple qui sont fils d'assistants réal ou fils de chef déco ou fils de producteurs, mais ce sont des gens qui sont dans l'ombre, mais qui font quand même partie du métier. Ouais, bien sûr. Et c'est ceux-là qui gazent énormément. Qui gazent. C'est ceux-là. Ouais, enfin, c'est ceux-là qui vraiment réussissent et qui parce qu'il n'y a pas d'image publique et qui fleurissent à fond. Oui, parce qu'il n'y a pas d'image publique. Voilà. Et quand est-ce que tu as commencé la réalisation un peu plus quand est-ce que tu as commencé la réal un peu? La réal, en fait, c'est venu au fur et à mesure. En fait, moi, j'étais chef opérateur. Enfin, je le suis encore. Et t'as commencé quand, chef op à la sortie d'école, donc... T'as fait le stage et tout ça. Voilà, les stages, les téléfilms, les longs métrages. Après, je me suis mis sur du documentaire. Alors, je voyageais beaucoup, moi, à cette époque. J'adorais l'Asie. J'ai passé beaucoup de temps en Inde. Et comme je connaissais très très bien l'Inde, j'ai dû y passer 1 an et demi, 2 ans sur 5 ou 6 voyages, quelque chose comme ça. En fait, j'avais entendu parler que France 5 cherchait quelqu'un qui pourrait guider un petit peu les GRI là-bas et qui connaîtrait un petit peu l'Inde et qui aurait l'habitude d'aller en Inde, mais qui connaît quand même l'audiovisuel et qui a aussi les techniques de l'audiovisuel. Bon, c'était toi, quoi. C'était moi. Sur le moment, c'était moi. Donc, je me suis fait conseiller par un pote qui était aussi régisseur dans cette boîte-là. Et donc, j'ai commencé à faire des émissions pour Échappée Belle. Ok, d'accord. Voilà. En tant que t'étais. J'étais en même temps assistant réal, j'étais en même temps donc assistant réal régisseur parce que voilà, ce sont des équipes de documentaires, donc c'est des petites teams. Et donc j'étais aussi cadreur deuxième équipe, ou cadreur plateau quand il y avait des plateaux. Et pour les sujets, j'épaulais le GRI. Voilà. Et c'est là que j'ai énormément appris avec les GRI là-bas. Parce que les GRI, c'est des bêtes. C'est des bêtes. Je crois que de tout là, sur les 15 ans que j'ai travaillé, même dans la pub, dans le clip, dans tout ce que tu veux, je pense que c'est les gens les plus compétents que j'ai pu croiser, quoi, quand même. À quel niveau, genre humain, technique, les GRI. Non, en fait, il y a un truc où les GRI de télé, je parle, vraiment les gros GRI de télé qui font du documentaire intense, quoi. C'est-à-dire... tu vois, toutes les émissions à l'effet papillon, les nouveaux explorateurs. Ah ouais, je vois très bien, bien sûr. Tous ces GRI là qui font du Discovery Channel, du History Channel, tu vois, vraiment les gros documentaristes, quoi. En fait, ce sont des gens qui peuvent te prendre un sujet, l'approfondir, le bosser, l'apprendre, et qui peuvent aller sur le terrain, qui peuvent mettre tout ça en image, et te captiver. Tout en mettant, te captiver, et aussi mettre vraiment la bonne dose entre le côté reportage qui se doit d'être neutre, le côté point de vue aussi qui met avec un espèce de documentaire qui est quand même avec un espèce qui est mis avec un point de vue. C'est vrai que j'ai été très très impressionné par les GRI avec qui j'ai bossé à l'époque. Et j'ai trouvé ça dingue. Après, est-ce que j'aurais pu continuer dans le documentaire ? Non, parce que dans le documentaire, ça parlait... j'allais filmer la vie réelle des autres, mais on a l'impression quand même d'être très intrusif, finalement, parce qu'on arrive dans la vie des autres, on l'expose un petit peu. C'est pas du journalisme. Alors, j'aime pas du tout le journalisme. Moi, tout ce qui est paparazzi, aller faire tout ce qui est... Non, mais t'inquiète, je pense qu'il y en a pas... Voilà, le journalisme en lui-même, les médias, tout ça, moi, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que le documentaire, pour aller parler de choses profondes, sans parler de documentaire d'auteur encore, Bien sûr, voilà, c'est pas du Emmanuel Carrère avec du retour à Kotelnitch, sans arriver jusque-là. Mais c'est vrai que rien que pour les documentaires télé que tu vois sur France 5 et
et les petites émissions un peu mainstream comme les Échappées belles, tout ça, Ouais. bah, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Mais bon, on est quand même intrusif dans la vie de quelqu'un, dans des milieux. Bon, voilà, quoi. Moi, je me voyais avec une petite caméra. C'est vrai que, bon, j'avais quand même des envies de cinéma à côté. Ok. Voilà. Et donc, là, tu t'es dit, donc, des envies de cinéma, et comment tu les as concrétisées, tes envies de cinéma? Alors, c'est parti d'une amie avec qui j'étais... Enfin bon, voilà, déjà, j'avais fait quand même en chef opérateur, j'avais quand même fait quelques courts-métrages. Ok. J'étais donc dans ma promo, il y avait 2-3 gars qui étaient forts en technique et qui se disaient un petit peu chef opérateur et qui voulaient devenir chef opérateur et qui lâchaient au fur et à mesure leurs idées de devenir réal. Et moi, je faisais partie un peu de ces gars qui commençaient à pas forcément vouloir faire leur film en réalisateur, mais qui voulaient donc seconder donc le réalisateur et devenir donc chef opérateur du projet. Parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup captivé, ce métier de chef op. Et la cinématographie, j'ai trouvé ça dingue. Parce que je me suis dit, comment ça? C'est un métier que je connais. C'est pas du tout, en fait. Je voyais directeur en photographie sur les génériques, mais je me rendais pas du tout compte de l'impact. Du travail, quoi. Après, quand tu regardes un Dickens, c'est vrai que tu le vois travailler et que tu vois tous... Enfin, ou d'un Darius Khondji de l'époque, c'est vrai que tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, comment ça se fait que ce métier m'est passé sous le nez? Comment ça se fait que le grand public ne sait pas ce que fait un chef opérateur? Moi, je pense que c'est un peu comme les compositeurs, il y a ce truc un peu de... important. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme... je trouve il y a un peu ce côté-là quand t'écoutes... ouais, c'est ça, il y a le nom sur le clap. Il y a son nom sur le clap. Il y a 2 noms sur le clap. Ouais, il y a 2 noms sur le clap, c'est vrai. Celui du réal et celui du chef op. C'est vrai. Donc c'est quand même une place qui est quand même très 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 importante. Mais éclipsé, je trouve, au même titre que, même si c'est vrai qu'il est présent sur le clap, au même titre qu'un compositeur. C'est-à-dire, on associe image et musique plus au réalisateur et à l'histoire. Oui. Tu vois, c'est un peu genre le cas de Spielberg qui a beaucoup changé de chef opérateur, qui a souvent changé d'image pour souvent des raisons qui étaient assez intéressantes. C'est-à-dire vraiment le choix de vouloir travailler une image complètement différente et tout ça. Mais c'est vrai que il y a toujours un travail autour de l'image qui est super important. Ouais, tout à fait. Et donc, l'image, donc tu as travaillé sur tes premiers projets Donc ouais, j'ai travaillé sur les premiers projets, et donc c'est parti d'une amie avec qui j'étais en promo, qui est toujours mon amie aujourd'hui, qui s'appelle Rim, et donc elle avait donc des ouvertures sur l'Algérie et sur donc un petit peu le cinéma dans le monde arabe, parce que culturellement elle est très proche de tout le monde arabe. Et donc elle m'a mise en contact avec des Kurdes qui voulaient faire un film en France, donc une partie française de film. Donc je me suis retrouvé avec des Kurdes irakiens qui ont tourné pendant une dizaine de jours en France. Et donc j'ai commencé petit à petit à faire ce film-là d'une dizaine de jours, quoi. Et donc là, après ces Kurdes, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit, viens en Irak et on va faire un film. Et donc je suis parti en Irak pour faire un film qui s'appelle The Lost History, un film irakien qui était financé par le ministère de la Culture kurde. Donc ça se passait à Erbil. Erbil, c'est vraiment le Kurdistan irakien. Ça s'est passé... Voilà, c'était vraiment tout le Baas, Saddam Hussein, tout ça, c'était fini. Et donc il y avait donc les Américains qui étaient toujours présents en Irak, et il y avait un espèce de flottement comme une respiration dans l'histoire de l'Irak qui s'est passé, donc où les Kurdes ont repris un petit peu le poil de la bête, où ils arrivaient quand même à reprendre un petit peu leur culture, leur terrain et tout ça. Et donc c'était dans les 2011, 2012, je crois, un truc comme ça, ou 2010. Et là, t'es parti là-bas pour faire. Et donc je suis parti là-bas, et donc je suis parti à Erbil. C'était vraiment avant l'incubation de Daesh et tout ça, quoi. Donc je pense que la gangrène commençait à venir, je pense, en Irak, mais tu le ressentais pas. Ouais, elle n'était pas visible encore. Sachant que j'ai tourné à Kirkouk, j'ai tourné à Mossoul, j'ai tourné dans des trucs qu'aujourd'hui tu peux plus y aller, quoi. Bah ouais, dans les bleds que tu vois aux 20h là aujourd'hui, où tu te dis voilà, c'est juste des champs de ruines, voilà. Mais bon, c'était quand même des champs de ruines même à cette époque-là. Et donc je me suis retrouvé là-dedans. Et c'était très très dur. J'ai dormi sur une paillasse pendant 2 mois et demi.
Alors l'équipe HMC, assistant réal, tous les postes un petit peu avec de l'influence, mais qui étaient artistiques, c'était des gens qui venaient d'Iran. Ok. Tous les petites mains, tous les bras du film venaient de l'Irak, mais du côté arabe. Et tous les donc les décideurs, les patrons, un petit peu producteurs, réal, voilà, tous les décisionnaires, même les gros chefs de poste, ils venaient donc du Kurdistan irakien. Et donc c'était des chrétiens, eux. Donc, il y avait quand même 3 mondes qui s'opposaient complètement. Et donc, je suis arrivé dans une équipe de 100 personnes. Ah oui, 100 personnes. Ouais, je suis arrivé dans une équipe de 100 personnes où je me suis retrouvé donc chef opérateur sur le projet. On m'avait vendu un film à 2 millions d'euros. Moi, je croyais que c'était la fête. Et en fait, sur le scénar, il y avait des tanks et des avions et des régiments entiers de soldats. Et puis je suis arrivé, il y avait des vélos, il y avait 3 figurants, c'était un carnage. Et t'as kiffé l'expérience ? Je me suis fait avoir. Et t'as quand même kiffé ou pas, même si t'as eu le sentiment ? Ouais, bah bien sûr, j'ai kiffé, ouais, carrément. Alors après, c'était très risqué. Comme voyage, surtout qu'on m'avait pas du tout, enfin j'avais pas du tout prévenu l'ambassade de France, rien du tout. Moi, je me suis retrouvé cru dans ce bain avec ces Kurdes et dans ce film, quoi. Surtout que bon, je suis arrivé. En fait, c'était beaucoup plus complexe que ça parce que, en fait, ce sont des fonds. Le film était financé par le ministère de la culture kurde. Mais le ministère de la culture kurde était aidé par les États-Unis. Donc les États-Unis donnent de l'argent au ministère kurde pour qu'ils puissent faire des films qui vont dans leur sens, finalement. En même temps, c'est facile d'aller dans leur sens, puisqu'il y a la moitié des Kurdes qui se sont fait exterminer par Saddam Hussein. Donc forcément, le cinéma kurde, et dans la culture du cinéma kurde, leur principal axe de artistique et les histoires qu'ils racontent, c'est les percussions qu'ont fait tout le Baas et Saddam Hussein sur le peuple kurde. Donc en fait, tous leurs films racontent ça, même les histoires d'amour, même les histoires historiques, c'est toujours baigné finalement de ce génocide et de cette douleur, quoi, parce que le Kurdistan, c'est quand même une grosse région qui est un petit peu montagneuse, qui se retrouve à cheval entre les pires pays du monde, quoi, entre l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie. Des guerres, Voilà, donc en fait, c'est vraiment, voilà, quoi. C'est vraiment c'est le meilleur voisinage qu'on puisse espérer, quoi. Donc voilà, et sachant qu'ils ont une vraie culture en plus, voilà, même si on les prend un peu pour les gypsies de la région, c'est vrai que quand même les Kurdes, c'est quand même voilà une culture à part entière. Et donc les Américains donnent de l'argent aux Kurdes. Évidemment, ça arrive au ministère de la culture kurde. Donc ils prennent leurs 2 millions par exemple pour faire leur film, mais évidemment comme dans beaucoup de pays dans cette catégorie, l'argent il va pas où on pense. Évidemment, l'argent il va pas où on pense, quoi. Et il y avait une mafia russe qui était sur le coup avec une mafia syrienne. Sur le film, tu l'as. Sur le film, oui. Ah ouais. Et donc finalement, en fait, il s'était pas. Alors je peux pas le dire je peux pas dire de mes yeux vus. Oui, j'ai vu. Non, j'ai vu en 2 mois et demi que ça se passait comme ça, c'est tout. Mais oui. Il y avait la mafia russe et la mafia syrienne de l'époque qui repassaient derrière et qui donc prenaient de l'argent au ministère de la culture kurde pour pouvoir prendre donc les fonds américains et récupérer les fonds américains pour eux. Ce qui faisait que ils devaient quand même, pour maintenir les subventions, ils devaient quand même faire des films, des choses artistiques. Ouais. Et ils devaient quand même rendre un film. Mais bon, au lieu qu'il y ait des tanks, il y avait des vélos. Mais et c'était le budget qui était de 2 millions, finalement, était de combien Je pense qu'il a chuté jusque dans les 100 000 euros, même pas. Ah oui, d'accord. Même pas, je crois. Ah ouais. Ouais, je crois qu'il a je crois que vraiment, voilà. Et toi, tu te retrouves là-dedans ? Et moi, je me retrouve là-dedans, je sors d'école, et je me dis... Oula. Et je me dis, bon, là, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un film, surtout en Irak. Comme ça, accru, je me retrouve catapulté dans ce monde-là, que je comprends pas, où je vois
en l'espace d'un film et d'une équipe de 100 personnes, je vois tous les maux et tous les conflits du Moyen-Orient dans un condensé de tensions, de choses. Tu le sentais, toi? Énormément. Moi, je faisais carrément le pont entre les différentes équipes, parce que les Iraniens qui ont beaucoup de goût, beaucoup de finesse, c'est un peu la France du Moyen-Orient, si encore on considère le Moyen-Orient comme, si on considère l'Iran comme faisant partie du Moyen-Orient, mais c'est vrai que les Iraniens étaient très fins, très méticuleux, voilà, c'était un peu les Français, quoi. Ils avaient du goût, ils avaient même dans leur façon de manger, ils voulaient pas manger pareil que les autres. Ils étaient quand même à part, quoi. Il y avait une image un peu de voilà. Quoi. Oui, voilà. Il y avait une image, oui, voilà, un peu de supériorité, mais c'est vrai que les Iraniens sont très très forts aussi, et ils ont ils ont une culture très très puissante. Ils ont un pays qui, malgré les dictateurs d'Ayatollah et compagnie, finalement, ils ont quand même une population qui est extrêmement cultivée. Voilà, il y a qu'à regarder les palmes, les multiples palmes que prennent tous les Iraniens dès qu'ils font un film. Donc et toi, tu te retrouves là-dedans et tu te dis, il faut que je gère. Et moi, je me retrouve là-dedans, et puis finalement, je me rends compte que les Iraniens, eux, ils sont juste là pour prendre leur argent, mais ils s'en foutent du film. Les Irakiens, ils ont pas d'argent, donc ils travaillent parce que c'est du boulot et qu'il faut pas dire non à du boulot. Et les Kurdes, c'est leur film. Je vois que c'est leur film. Ils ont pas forcément envie de le réussir. C'est-à-dire ? Ils ont pas forcément envie de réussir ce film. Ils ont pas forcément envie de faire. Ils ont juste envie de le finir vite fait, bien fait, pour pouvoir prendre l'argent de leur côté, mais que ça ressemble quand même à quelque chose pour pouvoir justifier de l'argent qu'ils ont pris aux Américains. Et le réal dans tout ça ? Et le réal, il vient d'Amsterdam. Mais il est complètement allumé. C'est un Kurde qui habite à Amsterdam, mais qui vient du Kurdistan irakien. Mais lui, son film, il voulait bien le faire quand même. Je sais pas. Je pense qu'ils étaient quand même assez intéressés par. Oui, le réal, il veut toujours, bien sûr, il veut toujours faire son film quelque part. Mais je pense que le côté, comme le socle du film n'était pas sain, c'est-à-dire que le but c'était plus d'endormir de l'argent aux grosses subventions que sont données par les États-Unis ou le démon occidental qui donne de l'argent. En fait, le côté artistique est tout de suite perverti, quoi. Ouais. Et donc finalement, moi, je me suis retrouvé un petit peu sur ce film comme un Don Quichotte, où j'étais un petit peu le seul à vouloir réussir le film. Et comment puis, donc, moi, je venais avec mes idées. J'imposais des choses. Ces choses, tout de suite, quand on impose des choses, en fait, ça impose des dépenses. Donc, en fait, moi, je me suis retrouvé un petit peu comme le trouble fête de leur petite fête qui était bien agencée et bien préparée. Puis finalement, moi, j'arrive avec des dépenses supplémentaires, des demandes techniques, des choses, vouloir plus de figurants là, vouloir pousser le réal dans ce sens-là. Le réal, évidemment, c'est facile de le pousser puisque lui, il a quand même envie de réussir son film au final. Ouais, bien sûr, ouais. Mais il y a quand même une opposition. Je me suis pas, voilà. Et t'en sors avec. Et j'en sors avec un film kurde avec un réal qui n'a pas beaucoup d'expérience finalement, qui est un petit peu un ancien, je pense qu'il devait être prof dans une école de cinéma ou quelque chose comme ça. Et donc t'avais très fort caractère. Il avait quel âge par rapport à toi ? Oh, lui, il avait 60 passés. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc lui... moi, c'était des anciens. Je suis arrivé... Et ta légitimité dans tout ça En fait, je pense qu'il voulait à la base prendre un jeune chef-op un peu qui sortait de l'école. Pour le manipuler un peu. Qui soit malléable. Et il s'est tombé sur moi, donc forcément... Et tu t'es senti rapidement légitime de pouvoir imposer tes idées ? C'est pas ça, mais c'est que quand tu me fais dormir sur une paillasse et qu'il fait 55 degrés à l'ombre... Le film, il va être bien. Tu vois, il y a un moment, en fait, où tu te dis, j'ai pas envie de perdre mon temps ad vitam aeternam, quoi. Donc, voilà. Surtout que, toi, évidemment, t'as préparé le film pendant 2 mois en France... Tu lis des choses de dingue sur le scénario, et puis quand t'arrives sur place et que tu vois qu'on t'a menti sur la brochure... Voilà, quoi. C'est comme une mauvaise brochure pour des vacances, quoi. Hein. C'est ça, t'arrives...
Des mauvaises photos, des trucs. Ouais, c'est ça, quoi. T'arrives, en fait, tu vois, sur la brochure, il y avait des palmiers, de l'herbe. Enfin, tu vois, une super sec, plage de sable fin avec de l'eau turquoise, on va dire. Et puis, en fait, t'arrives sur place. C'est une piscine. Ouais, il y a des plastiques, l'eau elle est noire avec des capotes avec des capotes usagées sur la plage, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Je suis désolé, mais. Et genre quand donc il y a un moment en fait où tu vas te plaindre, où tu vas à la réception et où tu fais quelque chose. Et tu reviens donc là t'as eu ton expérience de chef-op et là t'as enchaîné avec d'autres projets. T'as enchaîné avec d'autres projets de chef-op. Et après j'ai enchaîné avec d'autres projets, ouais, complètement. Alors j'ai continué un petit peu les courts métrages, j'ai continué. En réal ou en chef-op? En chef-op. Ok. En chef-op. Moi la réal c'est vraiment. C'est plus tardif. C'est beaucoup plus tardif, c'est même très très récent à la date où je vous parle aujourd'hui. Voilà. Bon, après je me suis retrouvé avec 2-3 petits projets en réal comme ça, que ce soit en pub ou en clip, mais j'ai très vite vu que la réal c'était non seulement compliqué, que ça prenait du temps, et que les réalisateurs, voilà, il y a un moment, je sais que moi, l'argent, c'est pas une fin en soi. Hein. J'ai pas envie d'être riche comme Crésus ou d'avoir les moyens. Mais bon, il y a un moment, moi, j'ai des parents qui n'ont pas trop les moyens. Je viens de rien. Là, j'ai une famille avec des enfants. Il y a un moment, faut vivre en fait, faut payer son loyer, faut pouvoir s'en sortir. Sûr, ouais. Et donc moi, porter un film pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sans avoir de paye, de rentrée ou très très peu, se lancer dans la réal, pour moi, c'était très compliqué. Et c'est vrai que le métier de chef opérateur, ça me permettait d'avoir ce côté artistique tout en avant. Voilà. Ouais. En plus, il y a ce côté un peu quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas qu'on arrive et qu'on arrive dans le nid de l'autre, mais disons que on arrive dans un projet qui est déjà quand même préparé par le réal depuis longtemps. Toi, tu arrives en tant que chef opérateur, finalement. Tu peux tout bousculer aussi. Ouais. Finalement. T'as pas fait à manger, t'as pas mis la table, mais finalement t'arrives et tu t'assois à table et tu manges comme tout le monde, et puis finalement tu manges un peu ce que tu veux aussi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu dans le côté du chef opérateur qui fait que tu passes d'un projet à l'autre. Puis bon, en plus, quand t'es réalisateur, tu t'arrives avec ton univers, t'es un peu emprisonné de ton univers et de ta personnalité. Avec un chef opérateur, ce qui est bien, c'est que quand tu fais ce métier-là, tu vas partager l'univers de plein de gens. Ouais. Et tu rentres dans l'univers des réalisateurs, c'est fantastique. Parce que tu peux faire un réalisateur qui va te faire du lifestyle et tu vas faire un film à la Larry Clark, comme tu vas te retrouver avec un réalisateur qui va te faire un film de guerre en plein milieu de l'Irak. Il faut être malléable. En fait, faut s'adapter, mais c'est hyper intéressant parce que moi, finalement, je suis un explorateur, en fait. Moi, je suis un explorateur. Moi, j'aurais pu vivre, si j'étais né au 18e, au 17e siècle, j'aurais été un explorateur, c'est sûr. J'aurais été chercher plus loin que ça. Et en fait, moi, le cinéma, c'est quoi ? C'est de l'exploration, c'est tout. Ouais, ça allait plus loin. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'être chef opérateur, ça me permet aussi de faire plus de projets dans un temps moins long. Et dans des univers. Parce que là, faire un film, faire un long métrage, le temps de l'écrire, de demander les subs, de le faire produire, de le faire diffuser. Alors là, déjà, si on arrive à ça, c'est déjà un miracle. Mais ça prend tout de suite... les gars qui portent leur projet, ils les portent pendant 7, 8 ans, je sais pas, 5 ans, 7 ans. Mais alors, vu que tu as eu ce truc-là, toi, la première réalisation, parce que là t'es chef-op, et là tu te dis, ok, je réalise. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? Là, je réalise. En fait, là, j'ai fait un petit film qui est donc un 30 minutes, qui s'appelle Croix de bois, croix de fer, que j'ai présenté en festival. J'avais envie de faire un film à moi, parce que évidemment, de l'époque où j'étais en école, j'avais écrit quand même pas mal de choses. Okay. Et donc tous ces écrits étaient restés un petit peu sur une table, dans des tiroirs, c'était vraiment resté au crayon à papier, quoi. C'était vraiment du crayon à papier. Et c'était même pas des trucs écrits. C'était pas structuré, quoi. Ouais. Ah, c'était vraiment pas, voilà. Mais bon, ça en était resté un petit peu là. Et je me suis dit à un moment, j'en ai marre d'aller aussi sur les plateaux et puis de servir le projet des autres. Donc il y a un moment en fait où tu te dis j'ai envie quand même de revenir à cette idée de base que j'avais de revenir vers la réal. Et donc je me suis essayé à revenir vers un film de fiction à la réal. Voilà, donc j'ai fait mon petit film. J'avais besoin de faire mon petit
T'avais cette envie, quoi. J'avais besoin d'extérioriser quelque chose parce qu'il fallait que je parle de mon passé, il fallait que je parle de mon parcours, que j'arrive à lui mettre une symbolique, une manière artistique de l'aborder avec une certaine rigueur. J'avais besoin de faire un film aussi, je pense, pour n'importe quel réal. S'il y a des réals qui nous écoutent, je pense que vous allez être d'accord. Mais bon, finalement, tu fais un film, c'est un peu ton psy, en fait. Ouais, c'est ça, complètement. Donc finalement, tu te retrouves avec ton film, c'est un peu ta thérapie, quoi. Donc j'avais besoin de faire ça, j'avais besoin de faire un deuil par rapport à une autre vie que j'avais eue avant. Je pense que c'est ça, c'est aussi faire un court-métrage parfois, enfin faire un film, c'est aussi parfois enterrer cette partie en se disant c'est bon, j'ai exploité. C'est pour ça que c'est frustrant quand on fait un film et qu'on a l'impression qu'il est raté parce qu'en fait on n'a pas réussi. En fait, c'est ça le truc, c'est quand tu réussis pas en fait à mettre tes trucs dedans, quoi. C'est ça, tout à fait. Vraiment te déchaîner. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors après, moi, j'ai fait qu'un premier petit film. Maintenant, je ne me dis pas réalisateur. Bah, c'est ce que j'allais te demander. Tu te sens pas encore légitime de t'appeler réalisateur je sais pas. Franchement, j'ai presque rien fait. J'ai dû faire une dizaine de pubs, 4-5 clips. Voilà, je suis pas. Alors après, c'est quand même pas mal. Il y a même des réalisateurs qui sont sur le tournage, en fait, qui me laissent énormément faire. Donc finalement, on se retrouve parfois sur certains projets, surtout quand il n'y a pas de budget, on se retrouve presque à faire de la coréale, quoi. Donc oui, finalement, je me suis retrouvé dans cette place-là. Après, moi, je reste chef opérateur. J'adore ce métier. Même si les moyens techniques sont beaucoup plus simples maintenant, ce qui fait que le degré de difficulté est beaucoup moindre qu'avant, parce qu'il n'y a plus la chimie de la pellicule, il n'y a plus en lumière maintenant, tu as des petits trucs sur batterie qui se collent à des plafonds. C'est génial. Enfin voilà, maintenant tu peux mettre un petit Aladdin sur un plafond avant d'avoir cette lumière. Avant, c'était fou, quoi. Tu étais obligé de tourner dans un studio si tu voulais une lumière douce en extérieur, dans des décors naturels, ouais. Ouais, voilà. Enfin, non, en extérieur, mais par exemple, là, tu vois, t'as des trucs magnifiques comme les Astera, tout ça, toutes les LED là qui sont sorties sur des petites batteries, ça pèse 3 fois rien, ça fait de la super lumière. Bon, ben voilà, c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, c'était pas. Allez, il y a 10-15 ans, c'était pas ça, quoi. Et pourquoi tu te sens pas légitime de t'appeler réel ? Parce que quand même, tu vois, genre, t'es des dizaines de pubs, des clips, un court-métrage. Je me sentirais légitime quand je pourrais remplir mon frigo avec le métier de réal uniquement. Ok, donc ça c'est vraiment, parce que c'est une discussion qu'on a pas mal sur l'émission, c'est vraiment le rapport entre l'aspect financier de réalisateur qui te rend légitime ou pas de t'appeler réalisateur. Ouais, pour moi, quand tu parles d'une profession, tu fais et tu es... donc, dans cette profession, à partir du moment où tu arrives à en vivre, à en être autonome. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que par exemple, il y a un exemple très connu d'un artiste qui n'a jamais gagné sa vie avec son art, qui s'appelle Van Gogh. Oui, tout à fait, ouais. Donc, mais pourtant, on peut le considérer comme étant un peintre artiste. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il a fallu qu'il soit mort quand même. Ouais, non, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est un peu comme pareil, t'as des auteurs qui ont été des ratés, t'as, comment il s'appelle ? T'as Lovecraft, qui a été vraiment le mec. Politiquement, faut pas être d'accord avec lui, mais par contre, artistiquement, il avait un vrai truc. Ouais. Mais le mec était c'était un journaliste raté et à côté, il écrivait des trucs incroyables. Alors, je veux bien l'entendre. Maintenant, Van Gogh, c'est une toile et des pinceaux et de la couleur. Ah, mais bien sûr. Voilà. Ah non, mais tandis qu'être réalisateur, c'est toute une équipe technique bien derrière, c'est des moyens. On fait pas un film tout seul et voilà. Donc, non, je parlais vraiment de la légitimité, tu vois, juste de pouvoir se dire, je suis réalisateur, je suis pas réalisateur, que ça dépend de quoi, tu vois. C'était pour ça. Non, moi je pense qu'on se dit réalisateur à partir du moment où quand on se lève le matin, on se dit vraiment qu'on est réal, mais qu'il y a quand même, ça veut dire qu'on a quand même fait un petit peu ses preuves et qu'on peut prouver Après, je veux pas tout rallier au pécunier, c'est sûr. Mais c'est dur. Hein. En tout cas, là, je suis chef opérateur, c'est sûr. Ok. Voilà, je vis de ça. Okay. Je remplis mon frigo comme ça. Je nourris ma famille comme ça. C'est ma passion. Quand je me lève le matin, je suis directeur photo. Ouais. Quand je me couche le soir, je suis directeur photo.
C'est comme la production. Là, j'ai une boîte de prod depuis 7 ans, mais bon, c'est une boîte de prod qui marche avec mes prestations, avec quelques petits projets comme ça. Mais je peux pas me dire gros producteur. Oui. Voilà. Ok, je vois très bien. Voilà, je peux pas me dire encore mon producteur, ça c'est sûr. Oui, je fais de la prod. Oui, en effet. Et vu que tu ne te sens pas légitime de t'appeler réalisateur, est-ce que tu as envie d'un jour pouvoir te dire réalisateur? Des envies genre de court-métrage, voire même long-métrage? Truc qui te pousse comme ça en ce moment? Alors, j'ai... Bon, je sais pas si je peux me le dire ça encore, mais... Au moins des envies. À travers ce premier film que j'ai fait, j'ai commencé mon œuvre. Ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est-à-dire que ce film... si j'ai fait ce film-là en premier, c'est parce que sinon j'aurais vraiment parlé d'autre chose. Si j'avais dû faire un one-shot, j'aurais parlé d'autre chose. Ok. Voilà, parce que c'est pas non plus faire un thriller social sur ce... Voilà, j'ai envie quand même de montrer un parcours de vie et de faire une exploration et... J'ai envie de pouvoir permettre aux spectateurs de faire une sorte de tourisme à travers ma vision de la vie et ma vision du monde et de mon expérience. Donc en fait, j'ai commencé à faire ce film-là. C'est un peu le début. C'est un peu l'introduction. Ok. Je dis pas que je vais être je dis pas que je vais faire Star Wars en 6 films, mais est-ce que les prochains films que je vais faire n'auront rien à voir avec ce premier film, mais ils feront partie, normalement, dans ce que je calcule, c'est que oui, dans mes ambitions les plus profondes, j'aimerais bien faire 3-4 films comme ça. Par contre, court-métrage ou... alors, pour le moment, oui, tout à fait. Okay. Ouais, là, pour le moment, court-métrage. Après, si le long doit arriver, il viendra. Il n'y a pas une envie de long-métrage qui... Oui, évidemment. Voilà. Bon, c'est vrai que demain, on tape à ma porte, on me demande de faire un téléfilm. Je le ferai haut la main, il n'y a pas de souci, quoi. Mais et puis, je saurais parfaitement le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai remarqué aussi dans la vie, c'est que à partir du moment où ça devient alimentaire, le côté artistique s'affaisse énormément. Donc, tu veux garder ce côté... Voilà. Et ok. Ouais. Okay. Après, je voudrais quand même garder ce truc vraiment de cinéma d'auteur. C'est-à-dire, voilà, je veux pas être le nouveau Léos Carax, mais pas du tout, quoi. J'ai pas du tout cette ambition-là. Mais j'aimerais juste, voilà, si je dois rester dans la réal et faire encore 1 ou 2 films, c'est pas pour faire de l'argent, quoi. Ok. Voilà, je voudrais que ça reste un hobby, quelque chose, mais je suis pas réalisateur pour autant. Voilà. Pour moi, je suis pas... Enfin, voilà, je vis pas de la réalisation. Maintenant, moi, je fais de la réal à côté. C'est vraiment voilà, j'aimerais bien faire... voilà, là, j'ai encore écrit. J'ai encore des projets qui peuvent venir. Mais je veux en rien forcer le cours des choses. Okay. C'est-à-dire que si on vient me voir et qu'on me propose des plans ou des trucs en réal, oui, évidemment, je vais y réfléchir, mais je vais pas aller forcer... je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pour essayer de faire ça. Moi, ça y est, j'ai mon métier, là, je l'adore, et je voudrais que ça reste comme ça. Ok. Ça t'arrive de douter? Genre de tes choix de vie, de tes trucs comme ça? Ben, je suis quand même... c'est quand même un super métier qu'on fait. J'adore ça. Je me suis bien sorti. Normalement, j'aurais jamais dû m'en sortir de cette manière-là, et c'est super. Je trouve que le déroulement des choses a bien fait. Même si je suis pas dans le cinéma conventionnel et même si je suis pas dans le gros carnet d'adresses qu'il faut avoir, parce que je continue à faire quand même des projets de galère. Hein. Il faut dire ce qui est. Là, je reviens encore d'un film en Corée. Pendant 1 mois et demi, bon voilà, c'est de l'extra petit budget, c'est vraiment du film d'auteur. C'était un long métrage ou... Ouais, un long métrage. Ouais, carrément. Je suis revenu il y a 1 semaine là. Voilà, mais ça me fait explorer la Corée, ça me fait travailler avec des équipes techniques là-bas. T'as kiffé? Ben ouais, parce que en plus c'est vraiment une exploration, quoi. Hein. Il y a vraiment, c'est vraiment un condensé de
parce qu'en fait, évidemment, on est beaucoup plus proche de leurs histoires à eux quand on est dans un film. On parvient à comprendre le peuple, comment il réagit, dans leurs idées, dans leur créativité, dans ce qu'ils font. Dans les techniciens, évidemment, dans les petites mains, on a affaire à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc en fait, on connaît, peut-être pas la population d'en bas, mais quand même la moyenne, on va dire. Et puis après, il y a tous les décisionnaires un peu du film. Donc tu te retrouves très vite avec des gens qui sont quand même assez influents. Donc c'est un cinéma qui commence à exploser. Voilà, et donc tu peux balayer pas mal de gens de différentes classes sociales en fait au sein même d'une équipe technique. Donc ça c'est intéressant parce que t'as des techniciens, t'as des artistes, t'as des gens qui sont plus artistes, t'as des gens qui sont des petites mains qui ont un petit peu, donc finalement faut pas le prendre de côté de péjoratif, mais c'est un peu cette classe ouvrière de petites mains voilà. Y a rien de et puis après il y a les patrons voilà, avec des gens qui ont vraiment des moyens, qui mettent de l'argent sur la table et tout. Bon là en l'occurrence en Corée, j'avais plus affaire à des jeunes qui sortaient pas d'école mais des jeunes qui essaient de faire leur trou vraiment, comme il y en a beaucoup en France aujourd'hui. Et voilà, c'est un petit peu une nouvelle approche du cinéma indépendant qui est un petit peu hors des sentiers. Surtout qu'ils ont quand même un cinéma qui est comment on appelle ça, qui est complètement qui est barré, mais qui est complètement atypique et qui leur est bien propre, subventionné en plus. Ouais, qui est bien subventionné, mais c'est pas quand même comme chez nous, quoi. Ah bien sûr, mais c'est un peu l'exception un peu asiatique où on met beaucoup en avant. Enfin, en tout cas, il y a des comment on appelle ça, des aides qui permettent à des films très avec des ils ont des aides comme le CNC, tout ça là-bas. Ouais, c'est ça, un peu, ils ont des aides et tout similaires, voilà, qu'ils ont des aides de région et des aides gouvernementales voilà, du CNC, de leur CNC coréen. Mais en plus de ça, ils ont quand même une ouverture avec quelques festivals comme Bucheon, comme Busan, voilà, il y a quelques festivals comme ça où c'est vraiment des gros marchés du film, beaucoup plus, enfin pas plus important que Cannes, parce que je pense que Cannes c'est vraiment très important aussi, mais où t'es moins comme un fantôme avec ton film en train d'essayer éperdument de te faire produire avec ta petite coupe de champagne en plastique, mais c'est vrai qu'on te regarde un petit peu plus quand même en Corée, c'est-à-dire que t'es vraiment susceptible de trouver un producteur et un diffuseur, même si tu as fait un petit film d'auteur indépendant, il y a quand même moyen que tu te fasses produire, tandis qu'en France, bon ben voilà, si t'as pas d'argent, que t'as pas de subvention, que t'as pas d'aide particulière, t'auras beau faire un bon film, on te regardera pas, quoi. Ouais. Eh ben écoute, c'est le moment anecdote. Voilà. Donc je vous rappelle l'anecdote. Nous on aimerait bien que ce soit une anecdote à toi, mais si tu ne te sens pas de te raconter une anecdote qui t'appartient, eh ben tu peux aussi raconter une anecdote d'un réalisateur que tu trouves pertinent et que tu trouves qui colle avec ce que tu as envie de propager. Donc voilà, je t'en prie, raconte-nous une anecdote. Une anecdote, je sais pas, j'en ai, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut qualifier déjà d'anecdote? Un truc marrant qui t'est passé un peu atypique sur un tournage. Un truc marrant, il m'en arrive plein des trucs marrants. Je sais pas, je peux pas te dire. Où tu t'es dit what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Sur tous les tournages, je me suis dit what the fuck. Merde. Sur tous les tournages. Une anecdote, je me suis retrouvé sur un film au Maroc il y a de ça 2 ans, un film d'horreur où en fait j'avais accumulé un petit peu les mauvaises expériences avec des films un peu sulfureux dans leur production et je me suis retrouvé donc avec un réal avec qui j'avais une très bonne un très bon contact. Et je me suis retrouvé à réécrire le film avec lui sur un coup de tête. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le film ne rentrait pas dans son planning et que ce qu'il voulait faire, c'était impossible. Et qu'une fois de plus, c'était un film pour aller récupérer une subvention et un agrément. Donc, en fait, là, je me suis mis du côté du réal. Et je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on arrive à réduire le nombre de personnages, le nombre de scènes, et qu'on arrive à revoir un petit peu la dramaturgie du film. Donc en fait, on a réécrit le film en 1 semaine, juste avant de tourner. Et le film, en fait, ne ressemble plus du tout à ce qu'il était à la base.
Il s'appelle comment le film ? Il s'appelle Hôtel de la Paix. Il sortira bientôt. Ok. Voilà. Et donc, dans les idées, en fait, en une semaine, on s'est mis autour de bouteilles de vin dans un hôtel avec le réal. Et en fait, j'ai mis toute ma culture cinématographique en film de genre, film d'horreur. Alors que bon, moi, les films d'horreur, comme je vous ai dit, mis à part quand j'avais 14 ans et que je regardais Face à la mort ou Shining ou je ne sais quoi, voilà, c'était ça. Mais bon, j'ai pas un abonnement chez Mad Movie, quoi. Et donc en fait on a réécrit complètement tout le film et j'ai pu me lâcher, quoi. J'ai fait mon petit Tarantino, j'ai mis plein de rêves que je connaissais et en fait on a fait un espèce de une bouillabaisse de entre l'Exorciste, énorme. Shining, il y a un peu de tout dedans, quoi. Il y a de l'Exorciste, il y a du Shining, il y a du Conjuring, il y a du Insidious. On a réussi à réécrire un scénario, mais genre en une semaine. C'est cool, ouais. On s'est fait beaucoup de mal à l'écrire. Et puis finalement, on l'a un peu donc mis en place. Lui, il a gardé la réal, mais évidemment, comme j'étais très très imposant dans l'écriture, finalement, on a fait une co-réal un peu cachée. Donc moi, j'étais dans l'ombre. Et j'ai quand même bien fait mon travail de chef opérateur parce que j'étais avec des équipes marocaines qui étaient surentraînées. C'était vraiment un commando. Les mecs sont toujours travaillent énormément parce qu'ils travaillent avec du Ridley Scott, ils travaillent avec du Game of Thrones là-bas. Donc en fait, ils sont habitués à travailler avec des grosses équipes d'Américains. Donc forcément, ils sont très très qualifiés et ils ont peur de rien. Ils disent oui à tout et on y va. Et je me suis retrouvé donc avec des techniciens hyper compétents, beaucoup plus compétents qu'en France d'ailleurs finalement, parce que les Marocains, ils sont tellement habitués à travailler avec des ricains que voilà. Okay. Là encore, cette même équipe est actuellement sur Gladiator 2 là avec Ridley Scott. Okay. Ridley Scott qui est d'ailleurs un très très gros technicien. Je crois que tu allais dire un très bon ami à moi. Ouais, non. Oui, Ridley. Ouais, très très bon pote. Et donc voilà, je me suis retrouvé sur ce film où on a complètement tout réécrit avec une production qui nous a suivis, c'était incroyable. Et on a remis un film complètement en place. C'est-à-dire que c'était un film qui était presque infaisable. C'était infaisable par rapport à quoi en termes de budget ? Infaisable par rapport au budget, par rapport à sa faisabilité, par rapport à tout. Ça aurait donné vraiment quelque chose qui allait pas, quoi. Qui n'était pas du tout adapté au budget, à l'homogénéité. Disons que... Ça allait faire amateur, quoi. Ça allait vouloir voler plus haut. Non, à partir du moment où on commence à planifier des choses et que les choses sont trop ambitieuses par rapport au budget et que le temps imparti n'est pas là, forcément, il y avait des... On sacrifie des choses, quoi. Voilà, il y a des sacrifices à faire et quand on fait pas ce qu'on veut et qu'on fait ce qu'on peut, on risque quand même beaucoup de faire un navet. Tu vois, ça c'est les règles du cinéma, quoi. Quand t'as beaucoup d'argent, tu fais que ce que tu veux. Quand t'as pas beaucoup d'argent, tu fais ce que tu peux. Et bon, en général, avec les budgets que tout le monde a, finalement, on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut en même temps. Mais quand tu fais que ce que tu peux, en général, il y a quand même de grandes chances que tu fasses un navet ou un film qui est handicapé à la fin. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc là, le truc, c'est que je suis tombé sur une équipe marocaine qui était très, très, très compétente et une prod qui disait oui à tout. Ça c'est ouf, ça. Et qui avait vraiment le bras long, quoi. Pour le coup, en déco, en logistique, c'est vraiment... C'était la première fois vraiment que j'ai pu travailler sur de la fiction avec vraiment une atmosphère à l'américaine. Ok. Ouais, donc, genre, t'as l'impression que toutes les portes sont ouvertes. Ouais, en tout cas, c'est pas... y a pas ce truc dans France où on te dit ouais, non, c'est pas possible. Ah oui, non, là, c'est compliqué. Okay. C'est-à-dire que ils prennent tout et puis... le Maroc, c'est ça, quoi. C'est moins compliqué, peut-être, non ? Il y a moins ce truc de... C'est l'Amérique, en fait. C'est l'Amérique, c'est pas le Maroc, c'est l'Amérique. Voilà, en fait, finalement, tout est possible. Ouais. Et tout finit par arriver. Donc, finalement, tu demandes un truc, t'as l'impression que tu demandes la Lune, mais finalement, ils vont te la décrocher, quoi. Ouais. C'est pas comme Brésil, c'est pas comme en France, où t'as l'impression d'être dans le Brésil, où dès que tu dois avoir un truc, c'est des documents à remplir, des trucs. Et les Marocains, ils viennent vers toi, ils te disent « Ah, c'est compliqué ». Mais finalement, ils arrivent et ils ont quand même le truc et ils te le servent finalement. 2 jours après, tu finis par l'avoir, la Lune. Donc c'est quand même cool. Ouais, ça c'est ouf. Ils sont hyper compétents.
Okay. Et donc voilà, on a fait ce film. Donc voilà, j'ai fait ma petite ghost réalisation, on va dire, avec ce réal que je respecte beaucoup, Jamal. Okay. Et t'as kiffé. Et ouais, j'ai kiffé, ouais, carrément. Et donc ouais, je me suis prouvé que là, je pouvais mener en plus l'image et la réal d'un gros budget, parce que pour le coup, le film là, on était proche de 2-3 millions d'euros, ouais. Carrément. Et budget réel? Non, ça va, il n'y a pas eu comme ton premier film? Non, mais à la base, c'était un film qui devait coûter presque rien, et la prod, en fait, nous a fait confiance. On est rentré dans le bureau de prod, et en fait, c'était un film qui devait se passer vite fait, bien fait, et puis finalement, on a su aussi le vendre et le mettre en avant, et on a su prendre la prod avec nous et savoir et avancer main dans la main pour essayer de faire un joli projet, quoi. Mais la prod a quand même allongé peut-être 1 million ou 1,5 million d'euros derrière. Donc en fait maintenant, faut voir. Là, on est en finalisation du film, mais normalement, bon, il va être acheté, il va passer en salle là-bas. Trop bien. Ici aussi ou pas? Je pense pas, parce que c'est quand même voilà, ça parle qu'en arabe, ça parle qu'en darija, c'est. Donc, s'il y a des diffuseurs qui nous écoutent, on sait jamais. Voilà, c'est un film d'horreur. Jetez un coup d'œil quand même. Voilà. Un film d'horreur, d'épouvante, mais finalement, il est assez souple, mais il y a quelque chose de rugueux sur la fin. Tu teases, ça donne envie. Voilà. Est-ce que tu as une autre petite anecdote, ou alors est-ce qu'on peut passer à l'étape d'après? Passons à l'étape d'après, parce que je pense que les anecdotes, j'en ai plein, mais ça va être long à chaque fois. Ok. Eh ben, écoute, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui voudrait travailler dans le milieu, que ce soit en chef-op ou en réal? Un petit conseil. Le talent, ça fait pas tout. Il faut savoir avoir une attitude, il faut savoir attirer les gens pour pouvoir faire ce métier. Il faut que les gens, il faut attiser chez eux l'envie de travailler avec vous. Donc en fait, avoir du talent, c'est pas suffisant. Il faut avoir un savoir-faire et il faut avoir un comportement social qui va avec. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir du caractère et vos exigences. Avec l'âge et l'expérience, évidemment, c'est ce qui vient tout de suite. Il faut savoir s'écraser à certains moments. Il faut savoir s'affirmer à d'autres. C'est tout un travail. Mais voilà, le talent, ça fait pas tout. Il y a quand même un facteur chance. Et donc, il vaut mieux travailler son attitude et son rapport avec les autres, peut-être même plus que son talent, au final. Travailler. Ouais, travailler, mais il y a un truc très social dans le comportement, dans le comportement, parce que en fait, on peut se retrouver sur un film comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à moins d'être une grosse star. Il faut que les gens y te suivent, quoi. On peut se permettre d'être un connard quand on est une grande star et qu'on est super connu. Mais sinon, quand vous êtes technicien, voilà. Et puis après, tout vient à point à qui sait attendre. Moi, les personnes qui ont le plus avancé dans le métier, que j'ai vu au cours des 15 ans que j'ai pratiqué, les gens qui ont quand même le plus avancé, ce sont ceux qui faisaient de la régie au final, quoi. Donc finalement, on se retrouve peut-être sur des courts-métrages à servir des pépitos et du 4 quarts au début. On frustre un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on est un petit peu la dernière roue du carrosse. Mais en fait, finalement, ce sont ces régisseurs qui vont, quand ils sont bons, ce sont ceux qui avancent le plus vite, qui finissent par faire de la prod et qui finissent par voilà. C'est vrai que je m'en suis rendu compte. Moi, j'ai fait pendant un été, pendant 6 mois, j'ai fait que de la régie non-stop. Voilà. À la fin des 6 mois, j'avais des propositions de régisseur général sur des clips, sur des pubs, des trucs comme quoi vraiment, genre, c'est si t'es bon, si t'es motivé et si t'as envie et si tu fais les bonnes rencontres, bien sûr, il y a toujours le facteur chance. Ouais. C'est des portes qui s'ouvrent et des grandes portes. Eh ben écoute, merci beaucoup. Se dire réalisateur directement à la sortie d'école ou d'être chez soi et se dire voilà, je suis réal. Je pense que c'est pas forcément, ou se dire même chef opérateur, c'est pas forcément le bon chemin. Je pense qu'il faut commencer d'en bas. Ouais. Après tout, le cinéma, c'est quand même un métier qui est proche de l'artisanat finalement, qui est un petit peu comme
comme ce qu'on pourrait voir dans les constructeurs, comme les francs-maçons, enfin voilà, comme les ordres de la franc-maçonnerie ou quelque chose comme ça, qui sont un peu des bâtisseurs de monuments, d'architectes. Enfin voilà, pas le côté franc-maçon complotiste, je sais pas quoi. Là, je parle des francs-maçons plus dans vraiment dans le fait des bâtisseurs. Voilà, il y a un truc qui passe de l'apprenti à maître, et c'est bien de pas courir. Non, ça va marcher. Voilà, de pas courir et d'apprendre à chaque chose en son temps, et les choses, elles finissent par arriver de toute façon. Si on veut, ouais. Voilà, elles finissent par arriver, voilà, et parfois on peut se retrouver à faire de la régie. Moi, j'ai vu des gars qui faisaient de la régie sur un court-métrage en 2016. Aujourd'hui, ils sont en train de faire leur long-métrage. Alors que moi, je suis toujours aussi à faire des petites fictions, des petits trucs. Les mecs, en fait, ils avancent quand même, quoi. Mais c'était très bons régisseurs. Et voilà. Donc, ils ont su... Ouais, franchement, il y a des généralités, mais il n'y a pas de règle établie non plus. On peut casser les portes. Eh ben écoute, merci pour ce conseil. Merci aux régisseurs, ce qui est un métier super important dans le milieu. Merci d'avoir participé à Action. Surtout qu'il donne vers la prod, en fait. Ouais. En tout cas, merci à toi d'être venu. Ça marche. Merci d'avoir participé à Action, et merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à moi, encore une fois, parce que Flo n'est pas là pour le son. Merci à la SCCD pour les locaux. Merci à Chérico pour leur délicieuse chicorée. Et merci à toi, David, pour être venu. Merci à toute votre équipe. Là, on est 10, là, vous voyez pas, mais on est 10. Ouais, on est énorme, là. On s'appelle Champagne. Là, on est très serré dans le studio. Et je vous invite à partager, nous poser des questions et à participer en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut. Merci, au revoir.